Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Duprat qui nous parle de son projet Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois et spécialement son aventure au Mont Everest, à l'espresso et à l'espresso allongé. Pierre amène son sujet, alimentation et déclin cognitif. Notre invitée en début de deuxième demi est Marika Tessier. Elle nous présente Proche Aidance Québec. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'aurai maintenant mon invité, Jean-François Duprat. Bonjour Jean-François. Salut Yvan, ça va bien? Ça va bien, ça fait plaisir de te reparler à nouveau. On t'a fait une promesse il y a plusieurs années, je pense en 2018, la première fois qu'on s'est parlé, de te suivre, de suivre dans ton projet un peu fou, mais en même temps, c'est un projet qui se réalise parce que tu nous avais parlé en 2018 que tu avais dans l'idée de faire l'ascension des plusieurs monts, 7 monts, je pense, parmi les plus élevés de la planète, les plus hauts. Tu en as déjà fait plusieurs. J'aimerais ça que tu me parles de ton projet, la mission, en fait, de vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois, puis on va parler évidemment des projets qui s'en viennent. Excellent, bien merci encore une fois de me recevoir. Alors oui, mon projet Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois, comme tu l'as mentionné, c'est au cœur de mon projet, de mon rêve, c'est faire l'ascension des 7 sommets, alors d'escalader la montagne la plus haute de chacun des 7 continents. Un défi immense, un défi physique, un défi mental, un défi financier qui demande beaucoup de travail, beaucoup de détermination. Comme tu le dis, tu disais, on a fait une première entrevue en 2018. J'ai réussi l'ascension de 4 des 7 sommets. Puis là, j'en ai un gros qui s'en vient prochainement en 2024. Alors, vraiment une belle initiative. Puis mon initiative, c'est de partager mon propre parcours. Pour moi-même, avoir été touché par la dépression, la maladie mentale, c'est vraiment une cause qui me tient énormément à cœur. Puis au cours des derniers 5 ans, j'ai eu la chance de faire beaucoup de présentations dans les écoles, en entreprise, pour motiver les gens. Fait que c'est de partager mon parcours parce que plus on partage, plus on est nombreux à parler de santé mentale, de nos émotions, de nos difficultés, plus ça va inspirer les gens à s'ouvrir aussi. Puis je pense que c'est vraiment la clé avec la santé mentale, il faut en parler. Puis à travers ce projet-là, à travers mes aventures, j'ai inspiré à aider les gens à croire que peu importe notre passé, que peu importe nos difficultés, que tous nos rêves sont possibles un pas à la fois. Et ce qui est intéressant, c'est que l'image de la montagne, tu sais, qui est comme inaccessible, c'est pas des petites montagnes, là, c'est des monts quand même très, très durs à gravir, en fait. Mais tu as l'image de la santé mentale qui dit, souvent on voit ça comme une montagne, puis on voit qu'on n'atteindra jamais le bien-être, là, mais dans le fond, c'est un peu ça que tu mets en même temps dans ton projet, le côté physique de la montagne, mais aussi à surpasser ses peurs puis aller plus loin que nos limites, en fait. Surpasser nos limites, c'est un peu ça. Puis exactement, puis on a tous et toutes une montagne à gravir, puis c'est gravir une montagne physique qu'on voit en roche, c'est 80% mental, c'est 20% physique. Fait que oui, il faut être en forme, mais c'est la même chose. On va tous faire face à des montagnes, à des difficultés, à des tempêtes. Pour certains, la tempête, ça peut être la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, ou on arrive à un moment dans notre vie où on est malheureux dans notre travail. Là, il faut prendre une grande décision. Est-ce que je change mon travail? Une séparation amoureuse. Fait que on fait tous à notre façon face à des avalanches, à des glissements de terrain, à des tempêtes, mais c'est de se rappeler qu'il y a toujours de l'aide qui est possible, de se rappeler que un pas à la fois, on va y arriver. Ça ne se fera peut-être pas du jour au lendemain, ça se fait pas, on monte pas le Mont Everest en 2 jours, mais ça se fait graduellement avec l'expérience, puis c'est de se rappeler que c'est important de bien s'entourer, d'avoir une bonne équipe autour de soi. Oui. Sur les 7 monts, il faut dire qu'il y a eu la pandémie dans ça aussi. Là, ça a peut-être changé les plans, mais tu en as déjà gravi plusieurs. Peux-tu nous nommer ceux que tu as réussi encore jusqu'à présent, en fait? Oui. Alors, j'ai réussi en 2018, au mois de juin, le mont Denali en Alaska, avec 2 partenaires, sans guide. C'est vraiment la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie jusqu'à maintenant. 18 jours sur la montagne, 6 jours de tempête, 6 pieds de neige, en plein mois de juin, du moins 50. Extrêmement difficile, mais vraiment une belle ascension. On était super chanceux. Ensuite, j'ai été au Kilimanjaro en Afrique. Puis ça a été vraiment un voyage qui m'a émerveillé. Les gens, le peuple, les paysages. C'est vraiment une destination que j'aimerais retourner pour amener des gens, parce que c'est un sommet qui est quand même assez accessible, mais l'expérience culturelle est vraiment fantastique. Ensuite, j'ai fait l'ascension 2019 en août du mont Elbrus en Russie. Je suis content que cela soit réglé avec tout ce qui se passe présentement. C'est une belle ascension. Défi avant de partir, blessure au dos, deuxième blessure au dos, mais finalement, j'ai réussi avec détermination. Et puis, juste avant la pandémie, je suis parti, j'ai fait l'ascension en solitaire, seul, sans partenaire, de l'Aconcagua.
en Amérique du Sud, en Argentine, sommet de 6992 mètres. Ça a été tout un défi. Donc, les derniers 300 mètres de marche m'ont pris 2 heures. Et ça, tout seul, là, chapeau, là, parce que écoute, c'est quand même quelque chose. Tu es seul, tu n'es pas accompagné de personne. Là. Ben, puis, tu sais, quand on fait face à des moments difficiles, la maladie mentale, la dépression, ça a été surtout la dépression dans mon cas. Souvent, on se sent seul, on se sent vraiment seul. Puis, c'est de se rappeler qu'il y a des ressources, il y a des gens qui sont là, c'est dans la préparation, c'est de bien s'équiper, d'avoir les outils, comme ça, quand on arrive à un moment difficile, j'ai mes points de repère, j'ai mes informations ici, j'ai mes équipements. Fait que c'est de se rappeler que c'est toujours important de ne pas hésiter à poser des questions, que ce soit... Il y a toujours de l'aide qui est possible. C'est à nous de faire ce premier pas-là. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a, dans ces 4 monts-là que tu as réalisé jusqu'à présent, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a peut-être surpassé ou tu t'attendais pas? Ou est-ce que tu dans le fond, tu avais l'idée de faire ça, mais il y a sûrement des choses qui t'ont surprise? Ben, à chaque fois que je pars en montagne, peu importe que j'ai un plan ou pas, ben, j'ai tout le temps un plan. Je suis quelqu'un qui planifie beaucoup. Les choses vont toujours changer. C'est la beauté de la montagne, c'est que tu as beau avoir un plan, tu as beau avoir une destination, tu sais pas qu'est-ce que la météo va arriver, tu sais pas qu'est-ce que ton corps va réagir à la haute altitude, à la nourriture, à différents environnements, l'eau. Fait que c'est ce que j'aime de ce défi-là, c'est que tu sais jamais à quoi t'attendre. Tu as beau avoir une idée, un plan, puis c'est un peu ça dans la vie, que ce soit avec la santé mentale, le travail, les relations amoureuses. On a un plan, mais il faut être flexible parce que ça va changer. Puis si on n'est pas flexible, ben c'est là qu'on brise. Puis c'est là qu'on peut se blesser physiquement, mentalement. C'est une belle leçon de vie. Dans le fond, il faut toujours s'adapter. En fait, c'est un peu ça aux situations. C'est ça la montagne. Puis les gens souvent vont me demander pourquoi la montagne, c'est fou, c'est dangereux. Oui, il y a des dangers, mais ce que j'aime, c'est que ça me ramène au moment présent. Quand tu es en montagne, les besoins essentiels, c'est manger, dormir, marcher, prendre soin de soi. Ouais. Comment de journées dans une vie, dans une semaine, dans une année, on passe à vraiment juste faire ça? Non, parce qu'on a tous nos autres tracas, les billes, les ci, les ça, mais j'adore la simplicité d'être dehors en montagne, puis c'est vraiment de me pousser physiquement, mentalement, puis comme on avait déjà touché ou parlé, pour moi, c'est à travers ces défis-là de la montagne que j'apprends vraiment à me faire confiance. C'est là que j'apprends à connaître, respecter mes limites, puis à bien m'écouter aussi. Oui. Jean-François, donc, en 2024, des gros projets. En fait, je pense que c'est la plus haute montagne, l'Everest, n'est-ce pas? Exactement, 8848 mètres. Alors, j'ai tout dernièrement décidé faire un dépôt pour me joindre à une compagnie locale pour faire l'ascension du Mont Everest en 2024. Et ça va être en 2 temps aussi. Je pense qu'il y a un projet avec des gens endeuillés, entre autres, qui vont se rendre à l'Everest, mais pas qui vont faire l'ascension totale. Mais peux-tu nous expliquer un peu comment ça va se présenter, ce projet-là? Oui, exactement. Alors, à travers mon projet, j'ai toujours trouvé que c'était important de faire ma part, d'essayer d'accumuler des sous. Alors, jusqu'à présent, j'ai accumulé des sous pour l'Association canadienne de santé mentale de Calgary. J'ai amassé environ 20 000 $. Et j'avais envie d'avoir un nouveau partenariat, quelque chose de nouveau. Et j'ai maintenant avec l'Association de prévention du suicide du Québec un nouveau partenariat avec lequel je souhaite amasser la somme de 29 030 $. Pourquoi spécifique? 29 030 pieds, c'est l'élévation du Mont Everest. Et à travers ce partenariat, on a mis en place une initiative qu'on a créée, qu'on a appelée un Everest de l'intérieur. Alors, on part de Montréal avec un guide du Québec, Emmanuel Daigle, qui va prendre soin de nous pendant l'ascension. Alors, on est 12 participants, 12 personnes du Québec, des endeuillés pour la majorité, des gens qui ont aussi envie de faire une différence, qui veulent partager leur parcours pour faire tomber les tabous entourant la maladie mentale, mais mieux aider les gens à comprendre qu'est-ce que la santé mentale, comment on peut s'en sortir, aider les gens à mieux comprendre aussi qu'est-ce que la prévention du suicide et bien sûr de supporter la QPS qui fait un travail extraordinaire avec tous leurs beaux programmes. Et c'est un gros fléau parce que on a beau dire que les statistiques baissent, mais il y a encore trop de gens qui se suicident et trop d'endeuillés par le fait même des familles, des amis, des proches. Hein? Beaucoup trop. Je faisais des recherches pour mes présentations, puis j'ai lu, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était dans le monde. Si je ne me trompe pas, c'était à chaque 45 secondes, une personne va mourir par suicide. Alors, c'est incroyable. Il faut que ça change. Il faut qu'on parle d'émotions. Encore plus avec les hommes. On a moins tendance à s'ouvrir, à parler d'émotions, mais c'est extrêmement important. Nos émotions, c'est notre santé mentale, c'est notre santé physique. Plus on va être nombreux à s'ouvrir, plus on va être nombreux à partager, plus ça va être facile d'en parler.
c'est tout à fait correct d'avoir les émotions. Oui. Et c'est la première fois que tu ajoutes un peu un volet de ce genre-là où les gens vont faire une certaine ascension, mais c'est une ascension qui est plus facile d'une certaine façon, en tout cas qui est plus accessible. C'est la première fois que tu fais ce genre d'initiative-là? Première fois, puis je suis très excité. J'ai eu la chance de rencontrer les participants il n'y a pas très longtemps au Québec. On a eu vraiment une rencontre incroyable, comme tu le sais. On a eu souvent des interactions ensemble. J'ai pas la langue dans ma poche, mais j'étais tellement émotif ce matin-là. Je devais un peu présenter mon initiative, mon projet, là, pourquoi mon histoire avec la dépression. J'étais sans mots. Puis ensuite, les participants ont partagé un peu eux aussi de leur parcours. Puis là, tu vois, je te parle, j'ai des frissons sur les bras. Là. C'était tellement une rencontre incroyable, vraiment des belles personnes. Puis je sais qu'ensemble, on va faire une différence. On va aider les gens. Et eux et toi, vous allez vous rendre ensemble. Et ensuite, toi, tu vas demeurer pendant qu'eux vont retourner ici pour faire l'ascension ultime, en fait, de l'Everest. Comment tu te prépares à ça? Parce que c'est quand même, tu sais, dans la tête des gens, l'Everest, c'est le summum, là. C'est le sommet du monde, en fait. Oui. Alors, c'est ça, comme tu dis, les participants et moi, on va se rendre au camp de base. C'est quand même une marche de 10 jours, 12 jours de marche. Le camp de base est situé à 5700 mètres. Fait que les participants et moi, ça fait 6 mois. Ça fait déjà plusieurs mois que les gens s'entraînent pour se rendre au camp de base. C'est quand même beaucoup de marche, de 5 à 8 heures de marche par jour. Le dénivelé, la haute altitude, le manque d'oxygène, c'est ça qui fait vraiment le défi. Mais on est encore là, on est bien encadré avec notre guide. Et puis, de mon côté, moi, ça fait 20 ans que je fais de l'alpinisme, que je fais de la montagne. Je suis quand même quelqu'un de très actif, mais là, je vous dirais honnêtement, ça fait 2 mois là, que j'ai vraiment augmenté ma cadence pour l'entraînement. Fait que je fais 5 jours d'entraînement par semaine. Je fais des poids haltères, je fais du vélo de route. J'habite à Caimo en Alberta, dans les Rocheuses. Fait que je fais souvent des ascensions. Fait que c'est vraiment d'y aller graduel, mais quand même chaque semaine d'augmenter la cadence pour arriver à la bonne forme physique. Mais encore là, c'est oui la forme physique, mais c'est la santé mentale qui est importante. Il y a 2 ans, j'étais probablement dans la meilleure forme physique de ma vie. Mais comme vous le savez, l'Everest, c'est la plus haute. C'est beaucoup d'argent. Alors, ça coûte au minimum 50 000 $. Et puis, à ce moment-là, il y a 2 ans, j'étais en très grande forme physique, mais je pensais tellement à l'argent que j'étais en train de me rendre malade, j'étais en train de me rendre dépressif. Puis là, à ce moment-là, je me suis dit, non, là, je dois prendre un recul parce que c'est pas le but de mon projet. Le but, c'est d'être heureux. Fait que là, j'ai une nouvelle approche. Ouais. Je sais que je vais faire une tentative. Je suis convaincu que les choses vont se placer. Si les gens veulent aider, c'est possible de faire des donations, des conférences et tout. Mais j'ai vraiment une nouvelle approche, puis je vais y aller, je vais faire de mon mieux. Puis on va voir où ce que ça mène. Et comme tu nous avais dit, c'est pas une question de vitesse. Les 7 sommets, tu vas les faire quand tu vas les faire. Puis tu nous en as parlé, il n'y avait pas de délai puis de deadline, comme on dit. Mais en quelques secondes, Jean-François, je peux te dire que on va donner évidemment les coordonnées des gens qui veulent t'aider ou qui veulent en savoir plus sur le projet. Mais tu es aussi co-auteur d'un livre, je pense. Tu peux nous dire le titre rapidement, peut-être, en quelques secondes? Oui. I am a flight attendant. That is my superpower. Fait que c'est un livre en anglais. Je suis nouvellement agent de bord, un autre rêve qui s'est réalisé. Oui, c'est vrai, tu as réalisé un rêve. un autre rêve qui s'est réalisé. J'adore être au-dessus des nuages. Alors, je suis toujours au travail ou en montagne, au-dessus des nuages. Ou en montagne ou en avion. Mais pour en savoir plus ou pour t'aider, en fait, qu'est-ce qu'on cherche? Oui. Alors, les gens peuvent simplement aller visiter mon site Internet à www.jeanfrançoisduprel.com. Sur mon site Internet, vous allez trouver des informations sur mes initiatives, sur ma mission, mon projet, Everest 2024. Les gens qui sont intéressés, vous savez, $1, $2, $5, peu importe, ça va faire une différence. Parce que c'est vraiment ensemble qu'on peut vraiment sauver des vies et faire une différence. Sur la section Everest 2024, il y a un lien pour mon GoFundMe pour les gens qui veulent m'aider à atteindre ce 50 000 $ pour l'ascension de l'Everest. Ou un lien à droite de la QPS, un Everest de l'intérieur, pour supporter, nous aider à accumuler ce beau montant-là de 29 030 $. Merci beaucoup, Jean-François Duprat. Merci. Puis bon succès avec ton projet Vaincre la maladie mentale, un sommet à la fois. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, alimentation et déclin cognitif. Exactement, c'est d'après un article que j'ai pris comme à mon habitude simplement sur l'Internet. C'est un sujet, qui parle d'alimentation et ça s'appelle, comme tu viens de le dire,
Quelle alimentation pour protéger le cerveau et prévenir le déclin cognitif? J'ai pris ça sur le site santémagazine.fr. Toujours intéressant à savoir, en sachant qu'effectivement, c'est presque inévitable jusqu'à un certain point. Là. Pas tout le monde dans le même... mais en vieillissant, c'est certain qu'il y a un certain déclin cognitif. Oui, et là, on va voir cette semaine que ça peut devenir assez technique, l'alimentation. Là. Mais je vais simplifier ça, vous allez voir. Alors, c'est écrit par une dame du nom de Caroline Henry, qui est journaliste nutrition minceur. Alors, cette Madame Henry commence en nous disant « Certaines habitudes alimentaires permettent de prévenir le déclin cognitif, mais aussi la maladie d'Alzheimer et le Parkinson. Quels aliments privilégiés pour conserver de bonnes facultés cognitives et prévenir les maladies neurodégénératives. » Alors, elle nous dit le cerveau a besoin d'être bien alimenté pour assurer ses missions. Bon nombre de nutriments sont indispensables à sa structure et à son fonctionnement, mais le rôle de l'alimentation ne s'arrête pas là. La docteure Stéphanie Bonbois, qui est neurologue, nous dit « Certains choix permettent de freiner son vieillissement en luttant contre le stress oxydatif et les troubles vasculaires. » Car on peut avoir des troubles cognitifs d'ordre vasculaire. En se rigidifiant, les vaisseaux cérébraux peuvent entraîner des lésions, dont celles caractéristiques de la maladie d'Alzheimer. Une assiette bonne pour le cerveau est donc, sans surprise, bonne aussi pour le système cardiovasculaire. Tout est connecté, finalement, Yvan. Bon, oui, c'est sûr. C'est un tout, le corps humain. Hein. Oui. Alors, partant de ces constats, une équipe de chercheurs américains de l'Université de Chicago a mis au point et expérimenté le régime qu'on appelle MIND. M-I-N-D. C'est conçu pour réduire l'hypertension artérielle, nous précise la docteure Pooja Agarwal, qui est épidémiologiste, membre de cette équipe. Ce régime recommande une consommation accrue de 10 composants sains, parmi lesquels les légumes à feuilles vertes, le poisson, les baies, les noix et la limitation de 5 composants néfastes. En tout cas, soi-disant néfastes, comme le fromage, les viandes rouges, le beurre et la margarine, les aliments frits, les pâtisseries et les sucreries. Toutes les bonnes choses, Tout ce qu'on aime manger. Faut pas en abuser. Et sûrement parce qu'il y a beaucoup de gras. Oui, c'est sûr. Enfin, ce qu'on appelle le microbiote intestinal pourrait lui aussi agir sur les fonctions cérébrales. La docteure Sylvaine Artero nous dit son altération appelée dysbiose pourrait être une des causes des maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer et le Parkinson. Madame la docteure Artero est chercheuse en passant à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France. Bref, pour bien nourrir son cerveau, il faut aussi prendre soin de son cœur et de son intestin. Découvrez donc l'assiette idéale pour lutter contre le déclin cognitif. Donc, et en même temps, vous allez régler peut-être d'autres problèmes ou prévenir d'autres problèmes. Sûrement. Ça vaut la peine de le faire. Tout est connecté. Tout est connecté. Alors, c'est des bonnes choses à prendre en note. Exactement. Alors, après le tissu adipeux qui stocke les lipides, le cerveau est l'organe le plus gras du corps humain. 60% de sa matière sèche est de la graisse et il en a besoin pour assurer sa maintenance. La docteure Artero nous dit, en entrant dans la composition des membranes cellulaires, les acides gras, en particulier polyinsaturés, permettent la formation de neurones et la croissance des synapses, les ondes de contact entre deux neurones. Oui, les fameux synapses. Oui. Donc, on a besoin de graisse, veut pas. C'est ça, de la bonne graisse. Les oméga-6 étant particulièrement présents dans notre alimentation, les oméga-3 sont à privilégier. Outre leur rôle clé dans l'entretien des membranes cellulaires cérébrales, ils possèdent une action anti-inflammatoire, anti-agrégation plaquettaire et anti-hypertension bénéfique à la santé cérébrale. Des chercheurs ont par ailleurs mis en évidence comment ces acides gras peuvent améliorer la capacité du système immunitaire à effacer les plaques amyloïdes du cerveau, une des caractéristiques principales de la maladie d'Alzheimer, nous souligne la docteure Artero.
Selon plusieurs études, un meilleur statut de la population en oméga 3 pourrait ainsi retarder l'apparition de maladies neurodégénératives. À l'inverse, les graisses saturées en excès contenues dans le beurre, les viandes grasses, les charcuteries, les fromages, les produits transformés s'avèrent néfastes car elles augmentent le risque d'AVC. On conseille 2 portions de poisson gras par semaine en privilégiant les petites espèces de poissons comme les anchois, les sardines, le maquereau, le hareng. Moins pollués, on utilise des huiles d'olive ou de colza, de lin ou de noix. Et on s'autorise chaque jour une petite poignée de fruits à coque comme les noix, les noisettes, les amandes. Moi, j'aime ça. Bon, oui, c'est toujours bon, ça. Oui. Et on met la pédale douce, en revanche, sur les viandes grasses, comme j'en parlais tantôt, et les charcuteries. On les préfère maigres ou dégraissées. Le beurre, le fromage, en petite quantité, et on choisit ces produits laitiers demi-écrémés. On va y revenir. Hein? On continue le sujet alimentation et déclin cognitif. Ça me donne faim. Oui, on va en parler plus tard à l'émission. À venir dans l'émission, Marika Tessier est notre invitée. Elle nous présente Proche Aidance Québec. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet alimentation et déclin cognitif. Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Vous écoutez Folie Douce. Première émission radio francophone sur la planète démystifiant la santé mentale depuis 1991. Je suis maintenant en compagnie de mon invité, Marika Tessier. Bonjour, Marika. Bonjour. Bonjour, tu es chargée de projet sur la bientraitance des personnes proches aidantes. Tu vas nous parler de ce que tu fais, puis aussi de l'organisme Proche Aidance Québec. Est-ce qu'on peut situer ce que c'est Proche Aidance Québec? Oui, en fait, nous, on est un regroupement national, donc à l'échelle du Québec. On est vraiment des représentants de plus de 120 organismes. Ça fait 20 ans qu'on existe, là. Puis en fait, notre mission, c'est vraiment un peu du par et pour, dans le sens où nos clients, si je peux le dire ainsi, c'est des organismes en proche aidance à travers le Québec qui, eux, s'occupent des personnes proche aidantes. Ouais. Et donc, en fait... C'est une bonne nouvelle de savoir qu'il y a autant d'organismes à travers le Québec. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. La proche aidance, on en entend parler, mais c'est quand même assez majeur. Là. Vous êtes un regroupement, tu représentes un regroupement, mais qui est au plus de 100 organismes, quand même intéressant. Oui, puis en fait, il y en a certainement plus que ça. Nous, de notre côté, on est un regroupement qui va avoir certaines clientèles cibles au niveau de nos organismes, alors qu'il y a d'autres regroupements comme Avant de craquer qui, eux, sont vraiment un regroupement axé sur les proches aidants de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Okay. Donc, vraiment, puis on n'a pas non plus... en fait, on a l'humilité de dire de toute façon qu'on ne touche pas à tout le Québec complètement. Là, donc, évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. De toute manière, ça prend beaucoup d'organisations pour... les besoins sont grands là, à tous les niveaux. Faut dire que ça s'appelait autrefois le regroupement des aidants naturels du Québec. Là. Est-ce que ça fait longtemps que ça a changé de nom? Ça a changé de nom depuis... septembre 2021. Okay. Donc, c'est quand même assez récent. C'est sûr que changer de nom pour un organisme, c'est une grosse démarche. Je pense qu'on a voulu retirer un peu le terme « aidant naturel » parce que ça devrait être un choix libre, éclairé et irrévocable d'être une personne proche aidante. C'est un rôle qu'on joue comme celui d'être parent, comme celui d'être frère, sœur, peu importe, et non pas quelque chose qui est naturel. Et les mots sont importants, tu sais, des fois, effectivement, ça montre un peu plus l'image de ce que c'est l'organisation. Quelle est la mission, si on veut faire un portrait rapidement là, de Proche Aidance Québec? Donc, on a 3 volets.
Le premier va être vraiment de défendre et promouvoir les droits des personnes proches aidantes au niveau de toute instance, que ce soit là, tant dans notre réseau de la santé qu'auprès des instances gouvernementales. On a également celui de soutenir nos organismes membres. Par contre, on n'est pas un bailleur de fonds, mais on va être là en soutien vraiment en leur fournissant des outils, des projets, de la formation, etc. Puis sinon, on a aussi un mandat de promouvoir la recherche en proche aidance. Il y a de la recherche dans ce domaine. Donc, pour améliorer les pratiques, pour améliorer... il y a des meilleures façons, finalement, d'être proche aidant. C'est un peu ça? Bien, en fait, c'est surtout d'étudier la plupart du temps les impacts de ce rôle-là sur la personne et aussi de voir un peu les services qui existent et tout ça. Puis je pense que je vais pouvoir vous en glisser un petit mot là, quand on va parler de mon projet qui est issu d'une recherche-action, justement. Est-ce qu'on peut dire, oui, on va y arriver, est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de proches aidants aujourd'hui, si les gens se définissent mieux ou le disent plus, ou il y en a toujours eu? C'est quoi la situation? Bien, en fait, c'est sûr que, tu sais, déjà en tant que société, notre plan d'action gouvernemental en proche aidance, qui est nouveau, en fait, depuis 2021, bien, il s'appelle « Reconnaître et soutenir les personnes proches aidantes ». Donc, on est quand même dans une ère où on veut que les gens se reconnaissent comme tels. Je pense qu'il y a un peu de ça là, dans le fait qu'on voit de plus en plus de statistiques qui démontrent qu'il y a beaucoup de proches aidants au Québec. Parce qu'il y a encore certaines populations qui ne vont pas se reconnaître non plus comme proches aidants. Donc, c'est un travail déjà de se reconnaître en soi. Il y a peut-être aussi moins de services, ou en tout cas, il y a plus de demandes, donc on ne réussit pas à... Dans le milieu de la santé, on parle, ou dans n'importe quel milieu, tu sais, des fois, on a l'impression qu'il faut se rabattre sur les proches, parce que, bon, si on va avoir de l'aide, des fois, c'est pas toujours évident, puis la personne a besoin d'aide. Oui, puis tu sais, j'irais même jusqu'à dire que nos personnes proches aidantes, ben, c'est une des pierres angulaires de notre système de santé. Tu sais, je pense que c'est des milliards de dollars qui sont sauvés au sein du réseau grâce au travail de ces personnes-là. Oui. Marika, donc tu es chargée de projet sur la bienveillance, bien-traitance, des personnes proches aidantes. Peux-tu nous parler de ton rôle? Puis on parlera évidemment, comme tu disais, là, du projet sur lequel tu travailles. Oui, bien en fait, c'est que dans le cadre du plan d'action gouvernemental que j'ai nommé plus tôt, on a une mesure qui est de diffuser une boîte à outils sur la bientraitance des personnes proches aidantes. En fait, c'est que on s'est aperçu au Québec en 2018, si je ne me trompe pas, que c'était un phénomène qui était dans l'ombre, vraiment, la bientraitance des personnes proches aidantes, qu'est-ce qu'elles peuvent vivre, elles, dans le cadre de leur rôle, parce qu'on sait que ça peut être une expérience super épanouissante, mais en même temps, c'est vraiment source de détresse psychologique, d'épuisement, d'isolement social, d'anxiété, de stress, de difficultés au niveau des finances et tout ça. Donc, on a voulu se pencher là-dessus. Donc, mon projet porte vraiment là, sur ce volet-là, maltraitance, bientraitance de nos personnes proches aidantes. OK, parce que dans le fond, c'est ça, ces personnes-là s'impliquent puis peuvent peut-être se perdre ou s'oublier à quelque part. Ils peuvent... elles-mêmes avoir des problématiques, c'est ça? Oui, puis tu sais, en fait, c'est ça, la recherche-action qui a eu lieu sur le sujet a permis de cerner qu'il y avait 4 sources de maltraitance. Donc, effectivement, la personne proche aidante elle-même qui va se négliger, qui va faire passer les besoins de la personne aidée avant elle, qui va se culpabiliser, donc, puis plein d'autres manifestations, évidemment. Il y a aussi la personne aidée qui est susceptible là, de maltraiter sa personne proche aidante, que ce soit des fois à cause de sa maladie, justement, ou de toute autre façon. Il y a l'entourage qui ne vont pas nécessairement offrir le support à la personne proche aidante, qui vont être jugeants à son égard par rapport à ses décisions ou qui ne l'impliqueront pas parfois aussi dans certaines décisions qui la concernent. Puis il y a aussi les institutions qui sont eux aussi malheureusement source de maltraitance parce que les services sont souvent très axés sur la personne aidée. Donc qu'est-ce qu'on fait avec notre personne proche aidante qui elle a des besoins, qui elle a besoin de répit, a besoin de support psychosocial, a besoin de services, de groupes de discussion, etc. Donc voilà. Est-ce que normalement la personne proche aidante est bénévole ou quel est le statut au Québec? Est-ce que les gens sont payés? Est-ce qu'ils sont bénévoles? Comment ça fonctionne? Au Québec, en fait, effectivement, les gens sont bénévoles. Donc, c'est vraiment un rôle qu'on fait sans rémunération. Puis, il existe
certains crédits d'impôt, plus au niveau fédéral, qui sont extrêmement difficiles d'accès et pour des situations très, très précises. Puis c'est ça, il y a vraiment un manque là, de soutien financier pour nos personnes proches aidantes qui parfois ont des gros enjeux de conciliation, proche aidance, travail, famille, vie personnelle. Ouais. Donc, l'enjeu financier est vraiment, vraiment très, très présent, puis toutes les répercussions que ça peut avoir après sur la santé mentale aussi. Est-ce qu'il y a déjà eu des gens qui se sont penchés sur peut-être les 10 choses à faire pour être un bon proche aidant ou des 10 choses à ne pas faire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont recommandées ou justement recommandées de ne pas faire, là, d'après votre expérience? Ben, en fait, c'est sûr que je pense que c'est... T'sais, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est que de prendre bien soin de nos proches aidants, pour vraiment que ça soit un rôle enrichissant puis que ça soit un rôle qui leur permet de s'épanouir, ben c'est que c'est une responsabilité partagée de la part de tout le monde qui est impliqué, en fait, de prendre soin de nos proches aidants. Donc, ça serait un peu ça la clé, je dirais, d'offrir le soutien à ces personnes-là. Parce qu'elles sont peut-être pas soutenues assez jusqu'à un certain point, jusqu'à présent. J'imagine que ça s'améliore, mais il y a eu beaucoup de cas peut-être où les gens n'étaient pas assez aidés. C'est un peu ça, là. En fait, on fait passer les besoins de la personne aidée avant toute autre chose. La personne proche aidante n'est pas considérée comme un client, comme un usager. Donc, alors que parfois, c'est elle qui porte une grosse partie de la charge là, de la maladie. Donc, c'est sûr qu'il y a des manquements là, au niveau des services, mais c'est ça, nous, entre autres, à Proche Aidance Québec, une mission qui nous tient vraiment à cœur, c'est de lutter pour que nos organismes aient un maximum là, de financement à la mission pour offrir des services, continuer d'en offrir, continuer d'offrir du répit à nos proches aidants, d'offrir des espaces de discussion, des activités de bien-être. Quelles sont les plus grandes problématiques que les proches aidants rapportent? Est-ce que c'est effectivement le manque de temps, peut-être? Parce que, tu sais, on parlait de ça tantôt, t'en parlais, tu sais, les gens ont déjà leurs occupations puis doivent en plus s'occuper d'une personne proche, souvent. Donc, est-ce que c'est ça qui ressort beaucoup ou il y a d'autres problématiques? Ben c'est sûr qu'au niveau du temps, ben ça demeure un enjeu, évidemment, là, surtout pour ceux qui sont dans la fameuse génération sandwich, qui ont des enfants, qui ont un parent peut-être vieillissant de qui ils s'occupent, qui ont un travail, etc. Donc, ça devient assez complexe à gérer. Mais surtout un enjeu financier aussi. Donc, nous, on a un autre projet là, à l'interne à Proche Aidance Québec qui est sur la conciliation Proche Aidance Travail parce que c'est vraiment un enjeu majeur là, de concilier donc tout ce qui est de se présenter au travail, parfois manquer du travail pour aller à certains rendez-vous, parfois devoir annuler certaines obligations, etc. Donc ça, c'est un enjeu assez majeur. Puis sinon, c'est sûr que d'avoir du répit, ça demeure quelque chose qui est assez fréquent. Là. Les gens veulent du répit, veulent avoir quelqu'un qui peut les soutenir à la maison dans les tâches quotidiennes et tout ça. Là. Il y a des démarches à faire sûrement au niveau des employeurs pour qu'eux comprennent. C'est un peu comme il y a peut-être eu à une certaine époque des revendications pour les parents de jeunes enfants qui disaient il faut que je sois capable de m'absenter, mais c'est un peu le même principe. Là, dans le fond qu'on ait un jeune enfant ou un parent, par exemple, plus âgé qui a des besoins, il faut que l'employeur soit capable de comprendre. C'est pas toujours évident. Les gens doivent se sentir des fois un peu mal à l'aise de quitter le travail, là. Oui, de plus en plus, c'est ça, nous, la mesure qu'on a à Proche Aidance Québec nous permet d'aller sensibiliser les proches aidants à comment c'est possible d'amener la discussion avec leur employeur, qu'est-ce qui existe comme solution. En fait, maintenant, il existe aussi, c'est très peu connu, mais il y a un congé un congé de proche aidant qui est en soi une journée de congé de maladie, mais qui peut être transformée en journée de proche aidance. Qui est établi dans la loi, là, qui est au niveau des normes du travail, oui. Okay. Sinon, je sais que pour vraiment connaître bien les droits là, qu'on a en tant que proche aidant en emploi, Éducalois a tout un beau dossier aussi sur leur site là, qui vient vraiment détailler là, en cherchant Éducalois puis en cherchant proche aidant, on peut avoir plusieurs informations, c'est ça? Oui, c'est très intéressant. Puis aussi, on a, c'est ça, une page conciliation proche aidance travail où vraiment, là, il y a des vidéos super bien faites qui viennent expliquer c'est quoi les solutions qui s'offrent à vous là, si vous êtes dans cette situation-là. Chez Éducalois encore? Non, à Proche Aidance Québec. Proche Aidance Québec. On pourrait donner, d'ailleurs, il reste quelques temps encore, peu de temps à l'entretien, mais on pourrait donner l'information. Qu'est-ce qui est le mieux de chercher? Est-ce que c'est le site web où on retrouve
trouve ça? Est-ce qu'on cherche juste Proche Aidance Québec puis on va tomber dessus, j'imagine? Oui, c'est ça. En allant sur le site de Proche Aidance Québec, là, il y a un volet bientraitance qui se divise autant pour la personne proche aidante, la personne aidée et les institutions, donc tout professionnel qui veut s'informer. Il y a aussi une page vraiment adressée là, aux employeurs, mais aussi aux personnes proches aidantes en emploi. Donc, on a tout ça. Puis, on a aussi la liste de tous nos organismes membres. Là. Donc, si vous cherchez une ressource pour vous soutenir dans ce rôle-là, ben, c'est disponible sur notre site. Ben, merci beaucoup, Marika Tessier, d'avoir été des nôtres et bonne continuation. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Vous syntonisez actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991. De retour au micro avec l'espresso allongé, le même sujet entamé plus tôt, Pierre, l'alimentation et déclin cognitif, en fait, pour prévenir le fameux déclin cognitif là, que plusieurs vont vivre. Oui. Alors oui, c'est d'après un article que j'ai pris sur Internet. C'est sur le site santémagazine.fr, un site français, et l'article s'appelle tel quel, c'est-à-dire quelle alimentation pour protéger le cerveau et prévenir le déclin cognitif. C'est écrit par une dame du nom de Caroline Henry, qui est journaliste nutrition, minceur. Alors, cette madame Henry nous dit les vitamines B interviennent dans la fabrication des neurotransmetteurs. Il a été montré qu'une carence en certaines vitamines, soit la vitamine B6, la vitamine B9 et la vitamine B12, joue un rôle majeur dans la survenue de la maladie d'Alzheimer, de la schizophrénie et de la dépression. Apportées en quantité suffisante par l'alimentation, elles font baisser ce qu'on appelle l'homocystéine, un facteur majeur de troubles neurologiques, en la transformant en composé non toxique. La docteure Artero nous dit « Il existe à ce sujet un haut niveau de preuves scientifiques. En 2019, des chercheurs ont montré qu'un supplément en vitamine B12 permettait de ralentir la progression de la maladie de Parkinson. » Les vitamines B sont présentes partout, notamment dans les viandes et volailles, les œufs, les céréales, les noix, les légumes frais et secs, indique Raphaël Gruman, qui est diététicien nutritionniste. Une alimentation variée et équilibrée doit permettre de couvrir les besoins. On surveille particulièrement ces apports en vitamine B6, soit dans les volailles, les poissons, les noix, la vitamine B9 dans les légumes à feuilles vertes, les légumes secs, et la vitamine B12 dans les produits laitiers, le poisson, la viande, les fruits de mer. Sans abuser non plus, ce sont les déficits qui sont néfastes. Oui, c'est surtout ça. Oui. Le glucose est le principal carburant du cerveau qui en consomme 20% de nos apports. En cas d'hypoglycémie, c'est-à-dire le taux de sucre qui est trop bas, il peut dysfonctionner, note la docteure Stéphanie Bonbois, neurologue. Il marche au ralenti. On a des difficultés à parler, à mémoriser et à se concentrer. Pour lui assurer des apports continus en glucose, il lui faut des glucides, mais pas n'importe lesquels. L'effet hyperglycémiant des produits sucrés et raffinés en excès semble entraîner à la longue une insulino-résistance cérébrale, indique la docteure Artero. Incapables d'utiliser le glucose, les cellules du cerveau ne peuvent alors plus fonctionner correctement. Ce phénomène, baptisé par certains chercheurs diabète de type 3, serait une des causes de la maladie d'Alzheimer et du déclin cognitif. Pour de bons apports en glucose, on consomme une portion de féculents à chaque repas, en privilégiant ceux à index glycémique bas et modéré. On les trouve dans les légumes secs, par exemple, les céréales complètes et des fruits 2 à 3 fois par jour. On limite les produits sucrés et raffinés et on les associe à d'autres aliments riches en protéines et lipides qui permettent de réduire la charge glycémique du repas et donc de limiter l'impact sur la glycémie et la sécrétion d'insuline, nous conseille Sylvaine Artero.
Le cerveau est soumis à de nombreuses agressions. Les radicaux libres, dérivés de l'oxygène qui causent des dégâts dans nos cellules, les polluants, soit les pesticides, les métaux lourds, les additifs, la qualité de l'alimentation permet d'augmenter ou à l'inverse de lutter contre ce stress oxydatif, c'est-à-dire la formation des composés agressant nos cellules. Une des principales causes des maladies neurodégénératives, nous indique la docteure Pooja Agarwal. Un grand nombre d'aliments renferment en effet des nutriments aux vertus antioxydantes qui s'opposent à la formation de radicaux libres par l'oxygène. Cap donc sur les antioxydants. Oui, on en parle souvent, même dans d'autres problématiques, c'est toujours bien. Hein? Oui, c'est même affiché sur les produits maintenant de plus en plus. Et ça se retrouve dans les fruits et légumes frais, dans les agrumes et fruits rouges, dans les abricots, le melon, les carottes, la tomate, dans les fruits rouges, les baies, dans les raisins, dans l'huile d'olive, dans le thé vert, dans l'avocat, dans l'huile d'olive, le soya, le tournesol, les noisettes, les amandes, les graines, dans les fruits de mer aussi, dans les légumes secs, oléagineux, dans les poissons, les fruits de mer, les viandes et les abats. Ouais. Ça donne faim, tout ça? Pour couvrir les besoins, l'idéal est de diversifier son alimentation en adoptant un large panel de fruits et légumes, comme on vient de le voir, de toutes familles et couleurs. On protège aussi au maximum son cerveau des polluants en réduisant la part des produits transformés et en privilégiant le bio. Maintenant, une question. Le café est-il bon pour prévenir le Parkinson ou l'Alzheimer? Je dirais que oui. Tu dirais oui? Ouais. On nous dit que moi, je ne suis pas un buveur de café en passant. Moi, oui. Oui, on nous dit que les nombreuses études portant sur la consommation de café et le déclin cognitif lié à l'âge mettent en évidence un lien protecteur significatif, notamment après 80 ans et surtout chez les femmes. Les études indiquent que le café réduit fortement le risque de développer une maladie de Parkinson et que cet effet est lié à la dose. Plus on en boit, plus le risque diminue, avec des bénéfices plus marqués chez les hommes. Même le jour, je dirais que le café, on le sent. Tu sais, quand on boit du café, je pense qu'on se sent plus alerte, on sent que notre cerveau est plus... Fait que il y a certainement un effet à long terme, tu sais, sur le cerveau. C'est un stimulant. Hein? Oui, puis ça nous éclaire les idées. Tu sais, je pense qu'il y a un bienfait qui doit rester à long terme. Oui. Quant à la maladie d'Alzheimer, le café pourrait réduire en moyenne de 16% le risque de développer cette pathologie. Ces effets s'observent à partir de 3 tasses par jour. L'alcool, maintenant pris fréquemment en excès à l'adolescence, peut laisser des traces irréversibles dans certaines zones du cerveau. Sur le long terme, il augmente le risque cardiovasculaire en rigidifiant les vaisseaux sanguins et en augmentant le cholestérol sanguin. Pas plus de 1 à 2 verres par jour. On va terminer là-dessus, je pense. Pierre, merci. C'est super intéressant. On va mettre la référence de toute façon, sur notre site web. J'en mentionnais à Folie Douce. Merci beaucoup pour ça. Donc, alimentation et déclin cognitif. C'est encore meilleur la deuxième fois. Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce cette semaine. Merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie. Ben, bienvenue, mon cher. Et également, merci pour tes blocs espresso et allongés où ton sujet était alimentation et déclin cognitif. Oui, ça nous donne faim. Hein? Ça donne faim, mais ça donne des bons trucs. Puis, il faut toujours se soucier de sa santé. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Jean-François Duprat, est venu nous parler de son projet Vaincre la maladie mentale un sommet à la fois et spécialement les aventures qu'il prévoit faire au Mont Everest. Toujours intéressant de recevoir Jean-François. On le suit depuis des années et on va continuer à le faire dans son projet un peu fou. Alors, merci d'avoir été là. Notre invitée en début de deuxième demi était Marika Tessier. Elle nous a fait mieux connaître Proche Aidance Québec. C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.